C'est la nuit du choix pour le Parti Socialiste, le choix du futur premier secrétaire. Bouge la France va prendre le pouls des sections et fédérations où le vote s'est achevé il y a 10 minutes à peine. Beaucoup d'invités autour de Pierre Sled, qui reçoit aussi Alice Dautry, la directrice générale de l'Institut Pasteur, et Jean-Louis Gombault qui se penche ce soir sur les nouvelles annonces de Nicolas Sarkozy, la création d'un fonds souverain à la française. Qui va donc toucher le fond? Réponse tout de suite dans Bouge la France. Bonsoir à tous. Effectivement, une émission spéciale, mais qui ne va pas nous empêcher de parler d'économie avec Jean-Louis. D'abord, donner des nouvelles du Dow Jones, comme vous l'appelez, qui fait moins 5,39 ce soir. Moins 5,39. C'était pas terrible non plus à la Bourse de Paris aujourd'hui, avec un passage sous les 3000 points, ça y est, avec un moins 3% et quelques. Vous savez combien vaut General Motors ? Oui, plus rien. 2 $. 2 $, voilà, c'est perdu une grande partie. On va parler et se souvenir que Nicolas Sarkozy, il y a quelques semaines, avait tenté de mettre en place un fonds souverain, ça s'appelle comme ça, européen, destiné à soutenir les entreprises. Bon, il n'a pas fait un triomphe avec ça, personne n'en voulait. Alors du coup, il a dit, on va le faire en France, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui, et il va débloquer, pour ce fonds de soutien aux entreprises, 20 milliards d'euros. Maintenant, qui est-ce qui va en bénéficier et que va-t-on en faire? Alors, la distinction est importante entre fonds de souverain et fonds de soutien. On dit que c'est un fonds souverain, or ce n'est pas du tout un fonds souverain. Alors, on précise fonds souverain à la française. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds souverain? Un fonds souverain, c'est une entité financière publique qui recycle les excédents du pays. Alors, par exemple, on en compte un certain nombre dans le monde entier. Les plus connus sont le fonds souverain d'Abu Dhabi, qui rassemble 800 et quelques milliards de dollars. Vous avez le fonds de Singapour, le fonds de Hong Kong. Ces gens-là, donc, disposent d'une mobilisation financière absolument considérable. C'est de l'argent, et cet argent, ils veulent l'investir dans des entreprises qu'on appellera occidentales. Par exemple, le fonds de Hong Kong est dans Barclays, par exemple. Et il y a comme ça de multiples exemples. Or, c'est justement la puissance des fonds souverains qui a fait réfléchir Nicolas Sarkozy, vu qu'aujourd'hui les entreprises sont carrément bradées à la bourse, que souvent elles ont d'énormes difficultés pour se développer, elles pourraient être des proies faciles pour ces fonds souverains. Il a donc créé ce qu'on peut appeler un fonds de soutien défensif. Il ne s'agit pas de recycler des excédents, et d'abord la France n'a même pas d'excédents à recycler, malheureusement pour elle. Il s'agit simplement de se servir d'un certain nombre de capitaux, de moyens financiers, pour se prémunir contre des attaques éventuelles de ces fameux fonds souverains. Donc on ne peut pas appeler le fonds Sarkozy, on ne peut pas l'appeler un fonds souverain, ça n'a strictement rien à voir, c'est un fonds de soutien, effectivement, c'est une meilleure expression. Alors qui va toucher le fonds, c'est la grande question, et surtout qui va effectuer l'arbitrage pour répartir cette somme d'argent? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette somme d'argent, c'est 20 milliards d'euros, et effectivement, qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 milliards d'euros? Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner, ça va être piloté par la Caisse des dépôts et consignations. D'où viendront ces 20 milliards? Viendront deux sources essentiellement. D'abord, 6 milliards d'euros, qui sont des milliards qui sont mobilisables à tout moment par voie d'emprunt. La Caisse des dépôts et consignations, donc, a mandat d'aller emprunter 6 milliards en cas de besoin. Et puis il y aura 14 milliards qui sont des apports de certaines participations publiques dans des entreprises. Vous savez que l'État est actionnaire de 20% de France Télécom, il est actionnaire des aéroports de Paris, etc. Il en a sélectionné un certain nombre pour 14 milliards, et là aussi, ça viendra doter ce fameux fonds de soutien piloté par la Caisse des dépôts et consignations. Qui en fera quoi? Eh bien justement, une entreprise qui est menacée d'être attaquée par un fonds souverain, cette fois-là, une entreprise stratégique de haute technologie qui n'a pas les moyens, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir du financement, de se développer, fera éventuellement appel au fonds souverain qui viendra participer au tour de table de cette entreprise. Donc il y a des multiples cas de figure. Je signale que tout ça n'annule pas les précédentes mesures qui ont été faites. On en a souvent parlé ici, le fonds de recapitalisation de banques, le fonds qui permet de garantir les crédits, un certain nombre de crédits des banques, les fameux 22 milliards qui seront recyclés dans les petites et moyennes entreprises. Donc là, Sarkozy a mis en place une espèce d'armada
anti-crise avec différents fonds. La France manque d'argent, mais elle manque plus de fonds. D'accord, mais justement, alors quelle est la différence entre un fonds de soutien et un plan de relance? Parce que c'est toute la discussion actuelle. Alors justement, on a bien vu la différence entre fonds souverains et fonds de soutien. Et plan de relance, effectivement, c'est toute la discussion actuelle dans toute l'Europe. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de relance? On pourrait appeler ça d'ailleurs un fonds de relance. C'est une dépense budgétaire qui permet de faire un certain nombre d'investissements de publics et qui permettent d'amorcer une espèce de locomotive qui va permettre de tirer la croissance économique. Ça, c'est le plan de relance. Et il semble, en Europe, on est en train d'essayer de préparer un plan de relance de 130 milliards d'euros que la Commission européenne devrait présenter la semaine prochaine, qui serait financé par 1% de chaque PIB des pays membres. L'Allemagne a dit aujourd'hui, je trouve extraordinaire, ça, c'est très drôle, ça. Madame Merkel, qui a dit c'est une excellente idée, mais on n'y mettra pas un sou. Donc, allez-y, financez, mais pas nous. Voilà, donc elle s'oriente vers une stratégie plus Sarkozy, parce que M. Sarkozy n'a jamais parlé de plan de relance, vous l'avez remarqué. Il préfère s'orienter non pas vers un plan de relance qui coûte des fonds budgétaires, qu'il n'a pas d'ailleurs, vers des différents fonds de soutien aux entreprises. Et Mme Merkel est plutôt sur cette ligne d'ailleurs. Elle fait plutôt des fonds, des mesures ciblées, notamment l'automobile, elle en a fait pour 35 milliards d'euros, mais je crois que l'idée d'un plan de relance européen est en train de passer de mode, même si tout le monde en parle. On verra la semaine prochaine si l'hypothèse que j'avance est confirmée. Merci beaucoup Jean-Louis. Je vous rappelle que cette émission va être consacrée en grande partie au vote des militants du PS à partir de 22h30. Mais avant cela, nous allons fêter les 120 ans, le 120e anniversaire de l'Institut Pasteur. 120 ans que l'Institut Pasteur œuvre pour le bien d'une humanité en proie aux épidémies et aux maladies. Ce week-end, l'Institut ouvrira grandes ses portes, les portes de ses laboratoires. Alice Dautry dirige ce prestigieux établissement auréolé depuis peu de 2 nouveaux prix Nobel. Alice Dautry est ce soir l'invitée de Pierre Sled. Bonsoir Alice Dautry. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. On va commencer par tout simplement rappeler qui était quand même Louis Pasteur. Louis Pasteur, c'était un grand visionnaire. Je crois que c'est d'ailleurs un des hommes les plus connus dans le monde entier et bien au-delà de la France. C'était à la fois un grand génie scientifique et puis aussi un homme qui a construit un institut extrêmement original et qui, 120 ans après, est toujours un institut moderne sur la base de ce qu'il avait conçu à l'époque. Donc un visionnaire dans bien des sujets, pas seulement en sciences. Comment vous expliquez justement que il n'y a pas énormément de villes en France qui n'aient pas sa rue, son avenue, son arrêt de bus, Louis Pasteur, qu'il ait traversé en fait et qu'il ait dépassé le cadre de la science même? Oui, je crois qu'il a fait des découvertes tellement importantes que ça a changé notre vue du monde et de la maladie. C'est quand même le vaccin contre la rage qui a fait qu'il a été extrêmement connu. Donc ensuite, il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été développés et qui encore aujourd'hui sont très utiles. Mais pas uniquement ça, la découverte des microbes, la découverte que des maladies étaient dues des microbes, mais simplement que les microbes existaient. Voilà. Donc très grand nombre de découvertes. Il était très connu à son époque, à la fin du 19e siècle. Il était connu dans le monde entier et on venait des États-Unis, du fin fond de la Russie ou du Japon pour venir voir Monsieur Pasteur et se faire soigner. Alors cette année, vous avez obtenu le prix Nobel de médecine, 2 pasteuriens quand même. Qu'est-ce que ça change pour l'Institut Pasteur? Est-ce qu'il y a des retombées immédiates? D'abord une grande joie, je dois dire, les retombées immédiates, c'est qu'on était extrêmement heureux. Et que je crois que pour la France en général, c'est comme s'il y avait un petit nuage rose qui s'était arrêté au-dessus de l'Institut Pasteur. Donc la première chose, c'est qu'on a été extrêmement heureux. La deuxième, c'est que ça nous donne une énergie encore redoublée pour continuer. Et ça, tout le monde l'a ressenti. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Alors il y a juste une ombre, c'est que Jean-Claude Sherman n'ait pas été associé à ce prix Nobel. On a l'impression que c'est comme aux Jeux Olympiques, vous savez, le 4e épéiste qui fait partie de l'équipe, mais lui qui n'a pas droit à sa médaille. Oui, vous savez, il y a des règles du jury Nobel et c'est le jury Nobel qui est responsable de ce qu'il a fait. Donc pourquoi ils ont fait ça comme ça, je crois qu'il faut leur demander à eux. C'était un travail d'équipe. Il y avait des cliniciens en particulier qui ont eu un rôle très important. Il faut aussi parler des médecins avec qui on collabore, qui soignaient les malades. Donc il y a eu une équipe toute impliquée et ce prix Nobel couronne les efforts de beaucoup de gens. Alors justement, le HIV, on en est où, puisque les recherches continuent? Alors le HIV, à la fois, c'est sans doute le virus et l'infection la mieux connue et sur laquelle on a fait le plus de progrès, le plus vite de l'histoire de l'humanité. Il
faut quand même rappeler que 2 ans après la découverte du virus, il y avait un diagnostic qui était sur le marché grâce aux travaux des équipes de Pasteur. Oui, mais tout de suite après, il y avait un diagnostic, donc il y a quand même beaucoup de gens qu'on a pu sauver parce qu'on a fait le diagnostic. Et puis aujourd'hui, on est devant, la communauté internationale est devant une très grande difficulté pour développer un vaccin. Alors on en parle beaucoup de ce vaccin, mais oui, comment ça avance finalement? Ça avance pas assez vite. Et ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il va falloir retourner à la recherche plus fondamentale pour comprendre les mécanismes de l'infection, pour comprendre un peu notre système immunitaire, pour arriver à développer un vaccin. Et donc il y a encore un énorme travail et un travail assez fondamental de recherche. Donc on se bat. Ouais, il y a beaucoup de maladies dont on parle pas, ou pas trop. Curieusement, la fièvre jaune, la diphtérie, la grippe, la peste épidémique. Pourquoi ces maladies n'ont pas la même attention que les autres? Bien, la diphtérie, je vais vous dire, on n'en parle pas parce qu'il y a un vaccin qui marche extrêmement bien et qu'il y a 50 ans, les enfants mouraient de la diphtérie. Aujourd'hui, on est vaccinés, on n'entend pas parler de la diphtérie. Là, c'est vraiment les progrès de la médecine. La fièvre jaune, il y en a encore. Et quand on va dans un certain nombre de pays ou quand les gens habitent là, il faut être vacciné parce que c'est très ennuyeux. Là aussi, il y a un vaccin. Donc, on a des méthodes de prévention. La grippe, eh bien, la grippe, je pense, elle devrait bientôt arriver. Oui, alors justement, le virus, il sera comment cette année? Il y a des grippes plus ou moins fortes? Il y a un vaccin. Donc, pour l'instant, c'est une grippe saisonnière normale. Donc, il faut que les personnes relativement fragiles, en particulier les personnes âgées, se fassent vacciner. Mais il y a une protection contre la grippe. Là aussi, il y a un vaccin. À quel moment on peut mesurer justement l'intensité du virus, de la grippe, puisqu'elle n'est pas la même chaque année? Oui, donc il y a un travail intense de surveillance, et l'Institut Pasteur d'ailleurs est très impliqué là-dedans, de surveillance des cas de grippe qui apparaissent un peu partout dans le monde pour analyser si c'est la grippe de l'année d'avant ou si c'est une nouvelle. Et quand c'est une nouvelle, on récupère ces virus et avec des échanges internationaux qui sont extrêmement bien organisés, on prévoit ce que sera l'épidémie qui va venir dans les mois qui viennent et on fait un vaccin adapté. C'est l'industrie pharmaceutique qui le fait. Est-ce que le réchauffement climatique engendre ou peut engendrer de nouvelles formes de maladies virales? Le changement climatique, le réchauffement climatique peut effectivement engendrer un certain nombre de maladies et en particulier faire que des maladies qui étaient limitées dans le monde, dans des endroits relativement de climat chaud, se déplacent. Et donc on voit par exemple des maladies comme la dengue, qui était une maladie extrêmement localisée dans les pays proche de l'équateur, les pays vraiment chauds, qui est en train de se déplacer, qui atteint beaucoup plus de régions. Alors oui, et ce qu'on voit aussi, c'est un certain nombre de maladies. La Guyane notamment. Voilà, mais pas uniquement. La Guyane, les Antilles, mais assez loin, le sud des États-Unis. Donc cette maladie dont on n'entendait pas tellement parler. La dengue, c'est vrai que personne connaissait il y a encore 2-3 ans. Et maintenant, c'est une maladie qui s'étend. Et quand on regarde la carte des cas de dengue il y a 40 ans et maintenant, c'est incroyable. C'est bien plus étendu. Donc voilà, c'est les moustiques qui se déplacent, c'est les conditions de vie de l'environnement qui font qu'effectivement... Comme le chikungunya. Voilà, la chikungunya, c'est un petit peu une autre... Oui, la chikungunya, c'est une histoire à la fois de déplacement de moustiques à cause de la vie, à cause de nos activités commerciales. Au départ, c'est un moustique originaire de d'Asie du Sud-Est qui finalement se trouve maintenant dans beaucoup de régions du monde, qui s'est installé à La Réunion et puis qui permet de transmettre un virus qui venait d'Afrique à ce moment-là. Puisqu'on parle des animaux ou des insectes, mais on peut passer aux animaux aussi. La grippe aviaire, on était très très inquiets, évidemment tous, il y a encore 2 ans. Et puis bon, on a l'impression que là, ça inquiète plus personne, on n'entend pas trop parler. Alors, on n'en entend pas parler, c'est pas pour ça que ça inquiète personne. Je peux vous dire que nous, les scientifiques et l'Institut Pasteur travaillent sur la grippe aviaire. Vous êtes toujours aussi vigilants? Ah, bien sûr. Et on est dans la même situation qu'il y a 2 ans et, on n'est pas mieux en tous les cas, ça c'est sûr. On est exactement dans la même situation. C'est moins médiatique, mais nous avons l'Institut Pasteur a des actions de surveillance de la grippe aviaire dans le monde entier. Donc, au travers de nos instituts du réseau international, qui sont un peu partout en Asie du Sud-Est et en Afrique, on a un programme de surveillance pour voir apparaître éventuellement des cas de grippe aviaire. Et il y en a régulièrement chez les oiseaux et on les surveille tout le temps. La situation ne s'est pas améliorée
C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias qu'elle s'est améliorée. Donc nous, on travaille, on ne baisse pas la garde. Parlons de l'Institut Pasteur, institut privé. Est-ce que ce statut privé possède des avantages? Est-ce que vous vous en contentez? Est-ce que vous le revendiquez? Oui, on le revendiquait, non, mais oui, enfin, on en est extrêmement content. Je crois que l'Institut est une fondation privée reconnue d'utilité publique. C'est Louis Pasteur qui l'avait voulu comme ça, ce qui, à la fois, nous permet d'avoir... C'est 30% le financement public? Le financement public, c'est 27 aujourd'hui, et le reste, c'est du mécénat. Un tiers de mécénat extrêmement important. Hein. Il y aurait aucune découverte qui aurait été faite à l'Institut Pasteur sans les dons des personnes. Et donc, ils sont vraiment des participants à nos activités. Ça, il faut le dire. Et ça nous donne un certain... À la fois, nous avons des relations très bonnes et très fortes avec les pouvoirs publics, puisque nous avons une action publique quand même. Et en même temps, on a un espace de liberté lié au fait qu'on a un statut de fondation privée qui fait qu'on peut réagir extrêmement vite. Quand quelque chose arrive, on peut prendre des décisions très vite et agir. Alors ce week-end, opération porte ouverte, ce sera rue du Docteur Roux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Écoutez, on va pouvoir visiter un certain nombre de laboratoires, écouter des conférences, voir les chercheurs seront là, les labos seront ouverts. Les labos seront ouverts. Ils expliqueront. Ah oui, oui, absolument. Les journées portes ouvertes, les gens sont là, ils sont dans leur laboratoire, ils accueillent le public et voilà. Et donc c'est ouvert, on peut venir voir. Et à chaque fois, c'est vraiment un succès. Que demandent les gens? Quelles questions posent-ils? À tout, ils sont très très curieux et en général ils posent des questions extrêmement intéressantes. Moi j'ai fait les portes ouvertes plusieurs fois, j'adore ça, je peux vous dire. Les gens sont ravis d'être là, ils posent des questions. Les enfants, j'ai eu des enfants qui à 8 heures du soir voulaient pas partir parce que s'ils étaient tellement passionnés, ils étaient là en train de regarder au microscope. Enfin, les gens posent des très bonnes questions souvent. Vous seriez étonnés. Probablement pas, je n'en doute pas. Très intéressante. Est-ce qu'on peut visiter les appartements de Louis Pasteur? Il y a un musée qui... Alors là, oui, on visite les appartements de Louis Pasteur, pas seulement au moment des portes ouvertes. Hein, le musée est ouvert tous les jours de la semaine, l'après-midi et le samedi. Et donc, on peut visiter les appartements l'appartement de Louis Pasteur. Et d'ailleurs, l'endroit où il est enterré, puisqu'il est enterré à l'Institut Pasteur, il y a une crypte qui est très belle. Donc ça, c'est toute l'année, c'est pas seulement au moment des portes ouvertes. Donc, c'est rue du Docteur Roux. Oui. Le combien? Métro Pasteur. C'est samedi et dimanche. Samedi après-midi et dimanche toute la journée. Le samedi matin, c'est pour les scolaires, c'est organisé déjà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Alice Boutry, d'être venue. Merci bien. On va continuer maintenant et venir sur la politique. Là, c'est l'opération porte ouverte au PS pour voter. Et oui, édition spéciale autour du vote des militants socialistes depuis 22 heures. Le scrutin est clos. Qui donc de Ségolène Royal, Martine Aubry ou Benoît Hamon va recueillir la faveur des militants pour prendre la tête d'un PS à reconstruire? Sur le plateau de Bouge la France, le suspense est à la hauteur des enjeux avec autour de Pierre Sled, Denis Jambard, notre chroniqueur, Michel Soudet de l'hebdomadaire Politis et Mathieu Croissando du Nouvel Observateur. Bonsoir messieurs, c'est vrai qu'on va rester une heure sur ce thème jusqu'à 23h30 parce que effectivement on attend les premières tendances, les premiers résultats. Je ne sais pas, normalement le résultat est prévu aux alentours d'1h du matin au moins. Peut-être qu'on aura justement au cours de cette soirée des informations, l'évolution des tendances avec différents correspondants qui seront un petit peu partout dans les grandes fédérations, à la fois dans le nord, dans le sud, à Paris, en Corrèze également. Ils nous diront comment ça se passe. On va d'ailleurs commencer par parler de ce vote parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que le PS, pour choisir quand même quelque chose d'important, c'est la destinée, son avenir proche, ait choisi un jour dans la semaine de 5h à 22h. Pas de chance, en plus, c'est un jour de grève. Est-ce que ce sont bien des conditions de vote idéales pour choisir des conséquences aussi importantes? De toute façon, c'était un vote qui était prévu de longue date, oui. Et qui, normalement, n'aurait pas dû se passer comme ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'important ce week-end à Reims. C'est que ce parti, quels que soient les débats sur on est pour, on est contre, a choisi finalement de se présidentialiser en n'ayant pas d'accord entre les motions. Et finalement, le règlement final se fait sur le mode présidentiel, où celui qui arrivera en tête, celui qui sera désigné premier secrétaire, aura à constituer sa majorité. D'ordinaire, il était issu d'une majorité.
Et là, c'est l'inverse qui se Le produit. boulot commence après. Exactement. Je crois qu'il faut rendre hommage à la clairvoyance en matière institutionnelle de Lionel Jospin, qui est coutumier du fait et qui, après avoir fait l'inversion du calendrier pour les institutions de la République, a inventé un truc au PS qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'il vote d'abord sur les textes, les motions, à la proportionnelle intégrale. Donc ça, c'est pour élire le Parlement du PS, les membres du Conseil national. Bien sûr, de l'atomiser, mais c'est conforme à la tradition. Voilà. Et ensuite, il tranche la question du premier secrétaire au scrutin majoritaire. Donc, et en plus, dans ce sens-là, à la limite, on pourrait dire, ils élisent d'abord le chef, si c'était vraiment un parti présidentialisé, et puis ensuite, on débat sur les textes. Mais là, c'est inversé. On se donne toutes les chances que ça ne corresponde pas vraiment à ce qui a été choisi pour l'émotion. Alors, on se donne toutes les chances que ce soit un bordel incroyable. Ça ne l'a pas été pendant 10 ans, parce que Lionel Jospin s'est installé dans le poste de premier secrétaire, il n'y avait pas de rivaux. Ensuite, il a installé François Hollande, qui n'avait pas de rivaux non plus. Mais là, c'est la première fois Pas de bol. qu'il n'y a pas de sortant, qu'il n'y a pas de successeur déclaré, et que du coup, c'est la foire d'empoigne. Denis, même analyse sur ce scrutin? Oui, je partage le même point de vue, mais c'est vrai que c'est un moment important. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on assiste, même si c'est pas une présidentialisation extrême, on voit l'influence des institutions sur ce parti, et on assiste à une forme de pré-présidentielle. Même si je pense que rien ne sera joué en fonction des résultats. Ma conviction est que si Ségolène Royal est élue à la tête de ce parti, naturellement, ce soir ou demain, on verra si c'est elle, ouais. Je crois qu'on ne la rattrapera plus jamais. C'est-à-dire qu'elle va modifier profondément le parti, faire ce qu'elle a dit, en faire un parti de sympathisants et non plus de militants, et qu'elle sera en piste pour l'élection présidentielle, sauf accident majeur, on ne sait jamais. Si c'est Martine Aubry, en revanche, je crois que ça va être beaucoup plus compliqué et que ce qu'on a vu à Reims va se perpétuer, c'est-à-dire qu'elle va avoir une guérilla permanente menée d'abord par Ségolène Royal, avec ensuite derrière elle une alliance dans laquelle il va se passer beaucoup de choses. Quel que soit ce qui se passe, si je vous écoute bien, dans tous les cas, finalement, Ségolène Royal, elle n'est pas battue. Elle est évidemment pas battue si elle gagne, ça c'est évident. Mais même si Martine Aubry, d'après ce que j'ai compris, à l'issue du second tour de la présidentielle, on avait l'impression qu'elle avait gagné. Oui. Donc dans sa tête, elle n'est jamais. Elle a même dit il y aura d'autres victoires. Voilà. Si elle est battue, elle sera la chef d'un courant qui sera le principal courant du Parti socialiste, puisque le score qu'elle a obtenu il y a 15 jours, non pas majoritaire, le premier courant, avec près de 30%, puisqu'elle a fait 29 et quelques, ça sera la première force politique au sein du PS. Ce qui s'est passé à Reims, j'insiste là-dessus à mon tour, c'est vrai que c'est très important parce que c'est la fin du PS, quoi qu'il arrive. Le PS est mort à Reims, en ce sens que le vieux parti, c'est Montebourg qui me disait ça à la sortie de la commission de résolution, il dit on a eu le sentiment d'un infarctus. C'est-à-dire que le corps ne répond plus, il n'y a pas de majorité qui se dégage, il n'y a pas de leader qui se dégage, personne est capable de se mettre d'accord sur des questions à la fois de personnalité mais même de ligne. Le parti ne répond plus. Et si c'est Royal qui passe, il est évident, et elle a commencé à le dire, qu'elle va complètement le transformer. Mais même si c'est Aubry qui passe, ils vont devoir le transformer. Parce que ce parti-là, c'est ce qu'on a vu à Reims, ça ne fonctionne plus. Les institutions sont bancales, les modes de désignation sont pas adaptés, les débats sont surannés, obsolètes, comme on veut. Alors, on peut se féliciter de la démocratie qui existe au PS, et c'est vrai, il faut le dire, c'est un parti où le pluralisme existe. Mais c'est plus un parti moderne qui est en mesure de décider ou de trancher. Il y a peut-être quelque chose qu'on oublie, c'est que ce parti produit quand même un événement en soi. Ça sera, en toute hypothèse, sauf surprise colossale, victoire de Benoît Hamon, ce parti sera dirigé par une femme. Oui. Donc c'est aussi une nouveauté dans notre vie politique. Même si c'est vrai qu'il y a une femme à la tête du Parti communiste. Alors Michel, à la tête. Dans mon souvenir. Les deux exemples tendent à montrer que les deux précédents, Michel Alliot-Marie et Marie-Georges Buffet, tendent à montrer que c'est dans les périodes de crise extrême que les femmes arrivent à émerger et à s'imposer à la tête d'un parti. Je vous rappelle que dans l'un et l'autre cas, le RPR était très très mal quand Michel Alliot-Marie en a pris la tête, et le Parti communiste était dans un score qui à l'époque passait pour le plus bas. Elle a été appréciée quand même à l'intérieur du RPR, Michel Alliot-Marie. Elle n'a pas été rejetée du tout. Non. Avec des débats très différents. Et il me semble que là, on a vu deux femmes qui affirmaient un tempérament et un caractère
que les hommes n'ont pas affiché dans ce combat socialiste. Alors je rappelle que pour le vote, on vote aussi pour les premiers secrétaires fédéraux et les secrétaires de section. On vote pas seulement, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Il y a plusieurs niveaux de vote. C'est pour ça que c'est important ce soir. Et Thomas Raguet, l'un de nos correspondants, journaliste à Public Sénat, est à Paris, lui, dans le 5e arrondissement. Il va nous donner un petit peu une idée de la façon dont ça se passe. Bonsoir Thomas. Bonsoir Pierre. Alors donc, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de la participation à Paris. On se souvient que Delanoë avait réalisé 36,7%. C'était plutôt une déception pour lui. Ségolène Royal 25,3% et Martine Aubry 16%. Est-ce qu'il y a plus de votants que la dernière fois ? Pierre, j'ai un chiffre à vous donner. La participation ici dans la section du 5e arrondissement est en hausse de 15%. Et la plupart des nouveaux votants sont en fait des adhérents qui se sont mis à jour, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur chéquier, ils ont payé leur cotisation, ils ont donc pu voter. Alors l'inconnu, c'est un petit peu de savoir pour qui vont voter ces adhérents nouvellement recotisés, je veux dire, et est-ce qu'ils viennent voter pour Ségolène Royal ou pour Martine Aubry ou pour Benoît Hamon. D'accord. Je vous aurai des éléments sur le dépouillement à peu près vers quelle heure ? Alors à l'heure où je vous parle, il y a à peu près une 50aine de personnes amassées dans le petit local de la rue Saint-Jacques. Les noms s'égrènent, Benoît Hamon un petit peu, mais surtout Martine Aubry et Ségolène Royal au coude à coude. D'ici 11 heures, on devrait avoir un résultat net pour la section du 5e arrondissement. Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure donc Thomas, on va revenir évidemment sur l'info qu'il nous donne. Beaucoup, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais en tout cas beaucoup de nouveaux adhérents. Est-ce que ce sont les adhérents qu'on avait qualifiés à 20 € qui avaient voté pour Ségolène Royal, qui en avaient fait la candidate, ou ce sont d'autres ? Je pense que dans l'augmentation de la participation, il y a beaucoup de royalistes qui viennent voter parce que d'abord c'était la démarche de Désir d'avenir, de faire du phoning, de reprendre les adhérents de 2006 et de les convaincre de venir voter. Et je vous rappelle que Ségolène Royal s'était engagée au tout dernier soir, avant l'émotion, à pousser les gens à venir, quitte à les rembourser ensuite des cotisations qu'ils auraient à payer pour se régulariser, ce qui est une manière de faire tout à fait incroyable et qui frise la triche, la démagogie, tout ce qu'on veut. Mais bon, ils n'hésitent pas à employer ce genre de moyens. Donc c'est effectivement c'est un peu ce qu'on sentait, une mobilisation très forte de ce côté-là. Ensuite, comment vont se répartir les votes ? Faut pas oublier que Bertrand Delanoë avait fait un score de 26. Oui, sur Paris, mais au niveau national 25. de 25%. Et ceux qui avaient voté pour sa motion ne se répartissent pas de manière. Ah oui, ils vont pas tous sur Aubry, même s'il l'a dit. Ils vont aussi sur Ségolène Royal et aussi sur Benoît Hamon. D'accord, Mathieu. C'est amusant cette anecdote parce que moi j'ai eu des remontées comme ça cet après-midi de plusieurs sections. On m'a dit on a revu redébarquer des gens qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. Et pour vous, c'est les adhérents de Ségolène ? C'est assez clairement les ségolistes, en tout cas les gens qui étaient venus en 2006 au moment où la primaire socialiste battait son plein, où Ségolène Royal était à 60% dans les sondages, et puis c'est le score d'ailleurs qu'elle a fait après OPS. Plus il y a de participation, c'est assez marrant parce qu'au premier tour on disait plus il y a de participation, moins ça fera les affaires de Ségolène, parce que on disait que les abstentionnistes du parti en gros étaient plutôt sur une ligne de Delanoë Hollande. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Alors où on parle, on n'en sait rien. Non, bien sûr, non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que quand même, les gens qui reviennent depuis 2006, ils viennent pour une raison très précise. Et on revient plus facilement pour soutenir quelqu'un, à mon avis, à mes yeux, et le pousser que pour empêcher quelqu'un. Je veux dire, si vous voulez faire votre chèque pour empêcher quelqu'un, ça me paraît assez intéressant au congrès de Reims. On a beaucoup retenu les sifflets sur Ségolène Royal, qu'elle a cherché d'ailleurs. Mais à ce moment-là, elle parlait au-delà du congrès, justement à ses adhérents sympathisants, disons. Elle parlait aux nouveaux membres du parti qu'elle veut, qui sont venus sur les 20 € et qu'elle essaie aujourd'hui elle essaie de les faire revoter. Cela dit, si on prend les choses comptables, Michel, si on prend les choses comptables, elle est à 29 au premier tour, donc sur l'émotion. Oui, non, mais ça veut dire qu'il lui en reste. Il faut bien qu'elle aille le chercher quelque part. Avec la même participation, pour passer la barre, il lui fallait 28 000 voix supplémentaires. Oui. La participation étant plus forte, il lui faut encore trouver plus de voix. Non, mais je suis sur, quand Denis parle de son discours à Reims, où elle s'est fait siffler,
Bon, j'ai pas la même interprétation. Je crois qu'elle a joué assez habile dans toute la semaine qui a précédé Reims. Dans un premier temps, elle a repris la main dans une motion où elle n'était pas la première signataire. Elle a dit c'est moi la patronne le lundi. Ensuite, elle a fait savoir qu'elle envoyait un document de travail et elle a fait fuiter ce document de travail sciemment pour bien montrer qu'elle envoyait une proposition. Seulement tous ceux qui connaissent le Parti socialiste savent que cette proposition, c'était d'arrigolade, parce que ça n'avait rien à voir avec ce que pourrait être une motion finale. Ensuite, elle a fait fuiter les réponses qu'elle a adressées aux autres, à Benoît Hamon, elle les a rendues publiques. Non, elle les a d'abord fait fuiter sur le blog du Figaro, avant de les rendre publiques. Non, ils ont déjà été... Avant, ils ont d'abord été mis publics sur le blog du Figaro. C'est-à-dire qu'elle s'est arrangée de faire croire qu'elle tendait la main alors qu'elle ne la tendait pas, pour se mettre l'opinion dans sa poche. Oui, mais il faut quand même dire les choses, comment ça s'est passé. Mais je vous coupe juste, il est 22h40 quasiment, et on va vous donner des éléments justement de ce scrutin tout au long de cette soirée jusqu'à 23h30. Il y en a un premier qui tombe, c'est le vote des socialistes, des Français de l'étranger, qui est donc clos. Et Ségolène Royal arriverait, on va prendre quand même des petits conditionnels, à 45%, Martine Aubry à 38% et Benoît Hamon à 15%. On se souvient que lors justement de la présidentielle, lorsqu'elle avait gagné, le vote des Français de l'étranger avait coïncidé exactement avec le choix final sur la France. Donc voilà, 45 Royal, 38 Aubry, 15% pour Hamon, pour les Français de l'étranger. Oui, ils ont toujours été ségolistes, hein, les Français de l'étranger, d'une certaine façon. Donc c'est pas très surprenant. Le score d'Hamon est petit là dans celui que vous donnez, puisque c'est moins que ce qu'il a fait encore une fois. À mon avis, j'imagine que son score va quand même être un peu plus élevé cette fois-ci. Ça me paraît un poil réduit. On nous signale aussi une forte participation, ce qu'on a entendu tout à l'heure de Thomas Raguet sur Paris. Eh bien, il s'avère que c'est vrai partout en France. Mais je reviens sur l'explication que donnait Michel. Il disait qu'il était en désaccord avec moi, mais à vous entendre, vous étiez d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à l'opinion aussi, avant le Congrès et pendant le Congrès. Et je pense que elle savait bien qu'elle sortirait pas gagnante du Congrès, et donc elle a, moi je trouve, pas du tout bafouillé au moment du Congrès, dans sa stratégie. Elle a continué à la poursuivre, c'est-à-dire avec une espèce de double discours extrêmement habile. Elle a quand même fait lever les congressistes aussi à un moment donné, on l'oublie. Elle a quand même réussi à mobiliser les militants qui étaient là, et par ailleurs, elle a travaillé son discours au-delà du Congrès, c'est-à-dire à tous ces militants ou sympathisants à 20 € qui votent aujourd'hui et qui voteront peut-être demain. Elle a pris un risque quand même pendant ce congrès, justement sur ce discours qui a été un peu l'événement du week-end, parce qu'elle a clivé énormément. Quand vous parlez du discours, on resitue, c'était le premier, c'était pas le deuxième qui était beaucoup plus ouvert. Samedi, quand Ségolène Royal arrive, c'est là où il y a le plus de sifflets, où elle démarre très mystique, très madone, très tout ce que les gens détestent au Parti socialiste de Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'elle les chauffe à blanc. Qui serait la charité. Elle les chauffe à blanc. Je suis pas d'accord avec. Quand elle parle d'un parti qui doit être maternelle avec les démunis, tu m'excuses, mais... Pas avec les démunis. Enfin, je vais pas me faire l'apôtre du ségolisme, mais c'est sûr qu'elle emploie des mots qui sont pas dans le vocabulaire socialiste. Elle dit, mais elle le fait exprès. Mais elle les chauffe à blanc. Elle les chauffe à blanc. Et quand ils étaient bien chauds, là, elle dit, vous voulez qu'on parle sérieusement? Eh ben, on va parler des alliances. Et là, elle a déroulé un discours politique argumenté qui, en gros, a fait se dégonfler cette question des alliances, qui n'était qu'une vaste hypocrisie dans ce congrès. Je veux dire, à part la motion Hamon qui défend de façon plutôt cohérente pas d'alliance avec le Modem, tous les autres, que ce soit chez Delanoë ou Aubry, c'était une affaire. François Bayrou l'a dit le premier. La question des alliances n'est pas, la question des alliances, faut bien de dire de quoi il s'agit. C'est est-ce que le Parti socialiste doit s'allier avec François Bayrou ou non? Il y a de l'hypocrisie dans le sens où, effectivement, dans les trois principales motions, la motion de Delanoë, la motion d'Aubry, la motion de Royal, il y avait des gens qui s'étaient alliés avec le centre, et dans les deux autres motions qui disaient qu'il ne fallait plus le faire ou qu'il ne fallait pas le faire, là il y a de l'hypocrisie. Mais c'est une question centrale, parce que si le Parti socialiste décide que son objectif ça va être de s'allier à François Bayrou, il ne fera pas le même programme, il ne fera pas le même projet, et donc il n'apportera pas les réponses
que une bonne partie de la population attend d'un parti de gauche. Ça sera un parti qui sera de centre-gauche. C'est pas la même réponse. De ce que j'ai compris Donc c'est quand même une question centrale. De ce que j'ai compris, Michel, dans les discours des principaux leaders, c'est rassemblement d'abord de la gauche et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une fois qu'on sait que la gauche fait 36%, en gros, mais la gauche, elle a tout fait mouillé 36%, au premier tour, qui est-ce qu'on va chercher forcément. ou non derrière? J'ai pas entendu un seul leader socialiste dire est-ce qu'on choisit de faire l'union de la gauche traditionnelle ou l'alliance avec Bayrou. C'est toujours d'abord l'union de la gauche. À la présidentielle, la gauche a fait 36% parce que le Parti socialiste, qui est le principal parti de gauche, avait quand même la candidate la plus nulle qu'on puisse trouver. Oui, en tout cas, bon, on va essayer d'être moins excessif que ça. Attendez, alors Lionel Jospin tout de même, oui, Michel, elle a certes fait fuir, mais elle était au second tour, alors que Lionel Jospin n'y était pas en 2002. Mais si donc, ça, la référence, si la référence, c'est elle a fait à peu près la même absolue. Alors, oui, mais c'est assez difficile de dire qu'elle est nulle à partir de ça. Denis, comment vous appréciez, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus, comment vous appréciez la stratégie qui a été la sienne, d'ailleurs plutôt sur la fin du Congrès et depuis, de créer un débat de génération en disant moi j'incarne les jeunes, les nouveaux, etc., autre chose, et il y a les anciens. Alors moi je trouve ça très très gonflé de sa part, dans la mesure où Benoît Hamon est beaucoup plus jeune qu'elle, d'une part, et que d'autre part, Martine Aubry quasiment le même âge qu'elle. C'est quand même fort d'arriver à faire ça. Oui, c'est vrai, mais elle s'est entourée d'une équipe qui donne le sentiment, et qui sont eux pas nés non plus de la dernière pluie, parce qu'on les a vus quand même dans le Parti socialiste depuis un certain nombre d'années, les Payon et les Valls, mais c'est vrai qu'ils sont assimilés à la garde montante, comme on dit dans Carmen, tous autour de Carmen. Mais est-ce que ça, c'est un argument qui touche les militants du PS, le fait voilà, il y a les anciens et les nouveaux, mais et elle, là encore, elle essaie de parler à ces électeurs d'aujourd'hui qui peuvent lui permettre de gagner. Elle ne gagnera pas avec les militants traditionnels du Parti socialiste. Elle a besoin d'élargir son électorat. Denis Jean-Bart, je voudrais vous poser une question. C'est qui les militants traditionnels du Parti socialiste? Ça représente combien dans les 135 000 électeurs? On verra ça dans les résultats cette nuit. Le problème, c'est pendant que Philippe Dallier, qu'on accueille, sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis, qui vient nous rejoindre. Bonsoir. On va vous donner un siège. Moi, j'ai une position d'observateur et d'analyste. Vous émettez un point de vue parce que vous ne souhaitez pas la victoire de Ségolène Royal. On n'est pas tout à fait dans la même position. Il y a une demande évidente de renouvellement et de rénovation. Et ça, on le sent chez les partisans de Royal comme chez les adversaires de Royal, même ceux qui la détestent. Ils ont envie que ce parti change, ils ont envie que ce parti bouge. C'est comme le jeu de cartes du Mistigris, où on se repasse le Mistigris. Le Mistigris, dans ce congrès, c'était le vieux parti. Et aux premières manches des élections, c'est Delanoë qui avait le Mistigris. Hop, il a perdu pour ça. Aujourd'hui, qui est le Mistigris du vieux parti ? C'est plutôt Martine Aubry, parce que Ségolène Royal, comme vous l'avez souligné, s'est entourée d'une équipe plutôt jeune, plutôt renouvelée. C'est vrai que Martine Aubry, derrière elle, elle a donc Delanoë, elle sait faire filer Mistigris, comme vous dites, mais elle a aussi Jospin, il y a Fabius. Avec un problème de cohérence avec Fabius sur la question européenne. C'est Jack Lang qui monte au créneau pour la défendre. De tout ce point de vue-là, alors, ça peut rassurer le parti qu'on appelle traditionnel, si on appelle ça le vieux parti, c'est un peu plus inquiétant pour elle, à mon avis. Hamon, lui, de par son âge, a pas besoin de dire je suis pour la rénovation. Il a 41 ans. Oui, lui, il a pas besoin de prouver. Avec un paradoxe chez Hamon, c'est qu'il a des jeunes et des très jeunes qui sont souvent issus du MJS ou des milieux étudiants, et puis une armée de croque-morts derrière quand même, qui sont Philippe Dallier, sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'un sénateur de droite pense un peu de tout ça, de ce scrutin, de la façon dont ça se passe? Je sais pas ce qu'il faut en penser, honnêtement. En tous les cas, je pense que le Parti socialiste va avoir du mal à s'en remettre, quel que soit le vainqueur, parce que manifestement, le degré de haine est devenu tel que je vois pas comment on peut recoller les morceaux derrière. Alors certains disent que aux États-Unis, on disait ça pendant la campagne d'Obama avec Clinton, ça s'est très bien passé. Oui, ensuite, mais honnêtement, j'ai pas tout à fait l'impression que ça soit du même niveau, excusez-moi. Et puis, on a vraiment l'impression que le ressentiment personnel est énorme, et en plus, politiquement, la cohérence chez les uns ou chez les autres, on la voit pas. Donc, comment recoller les morceaux après ce qui vient de se produire? Honnêtement, je leur souhaite bien du plaisir. Non, là, je vais pas dire que ça vous fait de la peine. Hein. Non, ouais, ça devrait vous faire de la peine parce que dans un pays comme la France, on a besoin d'avoir une opposition cohérente et
un système d'alternance. C'est ça aussi la je démocratie. Attendez, je vous dis Alors, pas le évidemment, contraire, voilà, mais d'accord. écoutez, honnêtement. Voilà. En Ensuite- 2006, il y a 2 ans, j'étais dans le studio, on attendait les résultats, et j'avais dit à l'époque, effectivement, je pensais que Ségolène Royal allait gagner, parce qu'on sentait à l'extérieur, effectivement, un véritable Pour la mouvement. désignation du candidat. Exactement, pour la désignation du candidat. Et alors là, quel est votre pronostic? Là, je pense qu'elle peut gagner au second tour. Je pense qu'elle peut gagner. Parce qu'il y a certainement, parce que chez les Français, toute la question est de savoir si on va avoir le même phénomène à l'intérieur du Parti Socialiste. Il faut qu'entre les 2 tours, elle arrive à mobiliser suffisamment de ceux qui étaient venus et qui ne sont pas revenus. Si elle les mobilise, je pense qu'elle peut gagner. Parce que Martine Aubry, excusez-moi, je pense qu'elle est dans l'incapacité d'incarner l'avenir et le renouveau. Elle traîne quand même le passé du Parti Socialiste avec tous ceux qui l'entourent. Elle est très marquée par l'affaire des 35 heures, même si effectivement la conjoncture économique peut peut-être laisser penser à certains que, j'allais dire, les vieux concepts n'étaient pas si Elle a mauvais. dit qu'elle était libérale, elle. Non, mais je suis pas certain que ça pèse tellement sur Ségolène Royal. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Non, je pensais plus à Delanoë, pour qui ça a pesé. Oui, effectivement. Je rappelle le vote des PS des Français de l'étranger qui nous est parvenu. Ségolène Royal est à 45%, Martine Aubry à 38% et Benoît Hamon à 15%. D'ailleurs, ce qui est un score qui pourrait être, qui serait pas surprenant si c'était le score national, à votre avis? Ah si, je pense qu'il serait surprenant. Je pense que les Français de l'étranger ont tendance à minorer de manière importante Benoît Hamon qu'ils ne connaissent pas ou très très peu, alors que dans l'Hexagone, la plupart des militants ont appris à le connaître durant cette campagne. Certains l'ont apprécié. C'est pas pour autant qu'ils votent pour lui. Mais il y a quand même eu un mouvement. Et sur ce vote où, je rappelle, un certain nombre de militants n'avaient plus le représentant de leur motion, il peut y avoir des déplacements. Donc je pense qu'il peut faire un score plus important que ce qu'il a fait sur les motions. Mais là, les Français de l'étranger, là-dessus, je pense que c'est la notoriété joue beaucoup. Et dans cette campagne, il faut quand même pas se cacher que les médias ont grandement favorisé le duel de dames. C'est essentiellement vers ça. Encore aujourd'hui, les médias et les militants socialistes, hein, c'est quand même eux qui ont voté. Oui, c'est eux qui ont fait que Benoît Hamon est arrivé le 4e sur. Encore aujourd'hui, je notais que Libération ce matin faisait la couverture sur Ségolène Royal, c'est elle qui est en photo. Le Parisien faisait la dernière interview sur Ségolène Royal, et France Info a même donné fait une interview de Ségolène Royal pendant le vote, dans lequel elle dépasse ce qui devrait être normalement la polémique, puisque les autres ne peuvent pas répondre. C'est quand même un peu étonnant. Or, c'est l'heure où tout le monde est dans sa voiture, rentre de son travail et va sur son lieu de vote. C'est quand même un peu surprenant comme truc. Oui, politiquement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir politiquement, je m'adresse à vous quatre, politiquement, qu'est-ce qui est le plus intéressant comme solution selon les différents cas de figure? Qu'est-ce qui va se passer si c'est Martine Aubry qui l'emporte? Qu'est-ce qui va se passer si c'est Ségolène Royal? Prenons Benoît Hamon aussi, on ne peut pas l'écarter complètement. Je pense que tout va dépendre de l'écart au second tour. Effectivement, si on a Aubry élu avec 51% et Ségolène Royal avec 49%, je pense qu'au bout du compte, Royal l'emportera. Parce que c'est tout sauf Ségolène. Donc si elle fait un score tel qu'elle approche de la majorité, elle sera malgré tout en position de force, même si elle a perdu. Maintenant, si Aubry arrive à la battre avec 60-40, j'allais dire, ça peut tenir pendant un certain temps, mais je ne pense pas qu'au bout du compte, on empêchera Ségolène Royal d'être candidate en 2012. Donc toute la question, à mon avis, c'est la présidentielle. Je vous coupe un instant. Nous sommes au téléphone avec Gilles Pargneaux, premier secrétaire de la Fédération du Nord, qui nous avait appelé lors du vote pour l'émotion. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous nous confirmez la forte participation que l'on observe à Paris et apparemment dans toute la France? Est-ce que c'est la même chose dans le Nord? On a une participation qui est quelque peu supérieure au 6 novembre, mais il n'y a pas une participation très forte par rapport au 6 novembre. D'accord. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est bon signe, c'est mauvais signe pour Martine Aubry, qui était arrivée largement en tête, on le rappelle, dans le Nord, avec 58,1%. Hein. Oui, donc là on a des résultats très partiels. Il y a par rapport à ce pourcentage que vous venez d'indiquer, on est à 10 points de plus pour Martine Aubry. Pour l'instant, sur combien de bulletins dépouillés? Mais on est sur moins de 20% de bulletins dépouillés. Oui. Vous savez, ce sont les petites sections ou les petites sections plus. Et on serait à 68% pour Martine Aubry, à part. Oui, tout à fait, oui. Dans cet ordre d'idée-là. Voilà, exactement.
Et selon ce que vous avez observé, les discussions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... On pourrait observer deux choses. Quand on regarde le score de Benoît Hamon par rapport à la motion C, on peut peut-être se rendre compte qu'il y a quelques petites déperditions de voix en faveur de Martine Aubry. Par rapport au 6 novembre, et puis on a une augmentation de la partie du vote en faveur de Ségolène Royal, puisque là, en l'état actuel, elle passe de 10% à 19%. D'accord. Ségolène Royal, dans le Nord, avait effectivement réalisé 10,4. Elle double son score, quoi. Pour l'instant, elle est un petit peu moins du double, mais mais on est sur, là encore, toutes les grosses sections qui ne me sont pas encore parvenues. D'accord. Écoutez, on vous rappelle tout à l'heure, d'ici une demi-heure, on aura peut-être d'autres éléments et peut-être davantage de bulletins dépouillés. Première réaction sur ces résultats partiels, c'est vrai? Il y a un vote utile pour Martine Aubry dans le Nord au détriment de Benoît Hamon. Ça me paraît pas très surprenant, ça me paraît plutôt logique. Ce qui est notable, c'est le doublement du score de Ségolène Royal, parce que pour le coup dans le Nord. Alors, faut savoir que le Nord, c'était une fédération qui était royaliste à l'époque de la primaire socialiste. Je rappelle ça, c'est un peu compliqué, mais c'était quand même il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils étaient tous derrière Ségolène, à commencer par Gilles Pargneaux, qui est aujourd'hui derrière Martine Aubry. Mais donc il y a un terrain, il y avait des désirs d'avenir assez présents. Mais là, pour qu'elle double son score, ça veut dire qu'elle est morte chez Delanoë. Elle fait plus que morte chez Delanoë, parce que Martine Aubry était à 58,1 dans l'émotion, Ségolène Royal à 10 et Delanoë à 16. Ça veut dire que pour qu'elle augmente son score, parce qu'elle n'a pas de réserve là, sur le papier, c'est pas chez Hamon ou chez Aubry qu'elle va trouver les... Hamon était à combien? Et Hamon était à 13,7. Ça veut dire que si elle a pris sur 16% de Delanoë, elle en a pris 10 quasiment, ou 9. Ce qui est quand même nous donne peut-être une idée de ce que pourrait être le report. C'est le grand point d'interrogation. Que vont voter ceux qui ont voté pour Delanoë? Les partisans du vieux parti votent pour le soi-disant renouveau. Et juste une chose, c'est quand même le Nord. Donc c'est le département dont est issue Martine Aubry. Je pense qu'il ne faut pas extrapoler. Ces départements-là sont très particuliers. C'est pas comme si vous prenez un département où il n'y a pas un élu local qui a un très gros poids. Là, il y a une patronne qui se présente. C'est pas tout à fait la même chose que si vous prenez l'Oise, j'en sais rien, ou la Meuse, Mais ça renforce du coup la performance de Ségolène Royal. C'est pas faux. Si on a un effet d'amplification en faveur de Martine Aubry sur une terre hostile, donc elle, tout d'un coup, elle double son score. C'est assez significatif. Et en tout cas, ça prouve en effet, et sans doute on va le constater à mon avis dans la soirée et dans la nuit, que le camp de Delanoë s'est totalement cassé en deux. D'accord. Et donc peut-être qu'il a bien fait justement de sortir de ce combat, de cette course. Non, parce que s'il y était allé, rien ne dit qu'il n'aurait pas enregistré un bon score non plus. Il y a Martine Aubry dans l'histoire, c'est déterminé au tout dernier moment. Elle a présenté sa candidature à 9h28 alors que les inscriptions étaient closes à 9h30. Et sa seule angoisse à l'époque, c'était il y a 3 jours, c'était que Delanoë y aille. Donc il y a eu une espèce de jeu de poker mental entre les deux. Il a perdu le bras de fer psychologique, il n'a pas osé y aller. Ce que ça souligne, et ça c'est un paradoxe, c'est que il y a 15 jours on disait la motion la plus cohérente idéologiquement, politiquement, c'est celle de Delanoë, parce que globalement c'est un axe Jospinot-Rocardien qui tient la route. Et on s'est aperçu pendant ce congrès que c'était une motion très composite en fait, puisqu'il y avait des jospinistes pur sucre, des delanoïstes un peu plus main tendue vers d'autres, des rocardiens et des amis de François Hollande, et des moscovicistes, et donc chacun commence à faire ce qu'il veut. On l'a bien vu, Delanoë appelle à voter Aubry, Hollande n'a pas pris position, ni Moscovici, ni Jean-Marc Ayrault, ni Michel Sapin. En même temps, on constatera assez vite, si Martine Aubry est élue, que sa propre motion est assez hétéroclite. Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. Si quand même elle s'est déterminée, c'est qu'elle y a été aussi poussée à la fois par le camp Fabius et par le camp Strauss-Kahn, chez Royal, qui pense qu'elle ne fera pas une présidentielle, une candidate à la présidentielle, et que leur propre chef de file pourra prendre le dessus à terme. Pour la droite, quel est l'adversaire le plus redoutable parmi ceux qui sont en lice? Je pense que ça reste Ségolène Royal.
Je pense que ça reste Ségolène Royal. Parce que dans le cadre d'une élection présidentielle, je pense qu'elle a beaucoup plus de capacité à mobiliser les jeunes issus de l'immigration, et je pense qu'elle a bien compris ça. Et donc, par rapport à Martine Aubry, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, la vraie question, c'est est-ce que les militants du PS, qui pour certains se sont dit on s'est fait avoir une fois, avec les sondages, etc., est-ce qu'on recommence ou pas? Je pense que la vraie question est là. Mais pour moi, et vu de l'extérieur, je pense qu'entre Martine Aubry et Ségolène Royal, je pense que Ségolène Royal reste effectivement la plus dangeuse pour 2012. Et elle a déjà l'expérience d'une présidentielle et oui, c'est utile pour énormément. repartir puis, à l'assaut. Honnêtement, excusez-moi, mais en termes d'image et de ce qu'on incarne, je pense qu'effectivement, elle est beaucoup plus moderne. Vous trouvez, voilà, ce qu'elle dit sur elle incarne la nouvelle génération, oui, vous le ressentez? Je crois que c'est vrai. Vous le ressentez? Moi, je pense que c'est vrai. Oui. Donc, Michel? Là, pas la convaincue à 200%. Non, hein. non, je ne vois pas. Peut-être que pour l'UMP, ça paraît un adversaire dangereuse. Bon, le problème, c'est il faudrait que Ségolène Royal soit socialiste. On m'a demandé lequel est le plus dangereux. On m'a pas demandé si je pensais que l'un ou l'autre allait gagner. L'une ou l'autre allait gagner. Il y a une star et les autres. Oui, et les gens la détestent ou l'adorent parce que c'est une star. Mais il y a une star au PS, c'est Royal. C'est tout. Il n'y a pas photo entre elle et les autres leaders. Et franchement, c'est son handicap. C'est exactement la situation à l'UMP. Et c'est sa qualité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait une star qui était messieurs, on va poursuivre cette soirée parce que maintenant, au cours de la demi-heure que nous allons vivre, on va avoir des premiers résultats partiels un petit peu partout en France. On va changer de plateau. D'autres invités vont vous remplacer. Merci à tous d'être venus et on fait un changement de plateau. On va regarder un sujet que Pierre-Henri Gergonne va vous expliquer. Et toujours dans cette ambiance de suspense autour de l'élection du futur premier secrétaire du Parti Socialiste, deuxième partie donc de l'édition spéciale de Bouge la France avec dans quelques minutes Jean-Daniel Lévy de C'est sa opinion, Jean-Paul Pierrot de l'Humanité et Susanna Dorthague de Arte Info. Mais d'abord, cette plongée dans la section socialiste du 5e arrondissement de la capitale. Regardez ce reportage, il est signé Camille Jean Marchal. C'est le mot d'ordre de ce soir chez les socialistes. Le petit local de la section du 5e arrondissement de Paris connaît la foule des grands jours. À chacun son candidat ou sa candidate et à chacun son pronostic. Le tiers c'est gagnant de ce soir. Alors si vous me le demandez, je souhaite que Martine Aubry soit dans les deux premières en tout cas. Voilà. Je suis assez confiante, oui. Je me demande même si Ségolène Royal ne va pas passer dès le premier tour. Ce soir, le nombre de votants reste le même que lors du vote d'émotion, mais parmi ceux qui glissent leur bulletin dans l'urne, 20% n'avaient pas fait le déplacement il y a 2 semaines. Vers qui se tournent ces militants qui se mettent à jour de leur cotisation pour pouvoir voter? Verdict dans quelques heures. C'est les sondeurs. Et 15%. Voilà, j'accueille nos nouveaux amis, Jean-Paul Pierrot de l'Humanité, bonsoir Jean-Paul, Susanna Dorthague d'Arte Info, bonsoir Susanna, et puis Jean-Daniel Lévy qui va nous dire, parce que CSA, toutes ces études, je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup sur ce vote, mais peut-être vous allez nous expliquer quels sont les enjeux et ce qu'en pense. Et la différence aussi entre militants et sympathisants, parce que c'est tout le débat, on dit que Ségolène Royal attire les sympathisants, peut-être moins les militants. Est-ce qu'on le sent, ça? Oui, on le sent de façon très nette, en fait, quand on interroge les Français d'une manière générale, lorsqu'on interroge les sympathisants socialistes. Depuis 6 mois, ils nous disent c'est Bertrand Delanoë qu'on préfère aussi bien pour pouvoir représenter le Parti socialiste que pour être en fait le premier secrétaire. Et le vote a donné une tournure véritablement différente avec une Ségolène Royal qui est arrivée un petit peu devant Delanoë lors de la consultation. Donc il y a une différence d'attitude entre les militants et les sympathisants. C'est en même temps assez intéressant, notamment par rapport aux débats récurrents sur la place des sondages, sur leur capacité à pouvoir influer sur le comportement électoral. Parce que là, il n'y a pas eu de sondage, là, contrairement pour la présidentielle et la candidature, la désignation, il y avait des sondages qui ont propulsé Ségolène Royal devant tout le monde. Là, il n'y en a pas eu. Il y avait des sondages, en fait, qui donnaient, en fait, qui indiquaient que les Français préféraient Ségolène Royal, que dans le cas d'une confrontation présidentielle, Ségolène Royal était mieux placée que les 2 autres concurrents de l'époque face à Nicolas Sarkozy, et il y a eu le vote de la part des militants pour pouvoir choisir Ségolène Royal comme représentante du Parti socialiste à la présidentielle. Un vote utile, en fait. Voilà. Alors,
le débat, c'était de savoir est-ce que ce sont les sondages qui ont influé les militants et que les militants en fait sont inspirés des sondages après pour pouvoir porter Ségolène Royal, ou est-ce qu'il y avait une cohérence entre ce que pensaient les militants et ce que pensaient les sympathisants. Donc on va peut-être pas rouvrir le débat à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas en dépit d'une forte présence de la part de Ségolène Royal dans l'opinion, et même si elle était moins préférée et moins mise en avant que Bertrand Delanoë. Mais la différence, Jean-Daniel, c'est que dans les sondages qui sont faits aujourd'hui dans l'opinion sur Ségolène Royal sont assez durs avec elle. Elle est pas aussi mise en avant qu'à l'époque de la présidentielle. Elle n'est pas aussi mise en avant que la présidentielle, mais pour autant, en fait, il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est qu'auprès de toute une catégorie de population, Ségolène Royal existe et existe encore très fortement. Cette catégorie de population sont essentiellement des jeunes et des personnes qui sont issues des quartiers populaires, des milieux populaires, voire immigrés, comme cela a été souligné tout à l'heure. Il y a cette manière de faire de la politique, cette manière d'aborder les problèmes, cette capacité à pouvoir dire, en fait, on va faire un petit peu différemment, partir plutôt du terrain, du concret, et après aller à l'idéologie qui plaît à des catégories de population qui ont eu le sentiment que parfois on était dans un carcan idéologique, qu'on était un petit peu dans des représentations et des discours qui étaient véritablement coupés de la réalité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a toujours eu au sein du peuple de gauche le sentiment que Ségolène Royal avait su nouer un rapport encore particulier à l'égard de l'opinion, et même dans les différentes enquêtes que l'on a pu mener, il y avait ce sentiment de proximité, de capacité d'écoute, de capacité à pouvoir exprimer quelque chose de différent qui existait et qui faisait qu'il y avait, même si elle n'était pas aussi fortement portée qu'avant la présidentielle, une persistance d'un effet Ségolène Royal auprès des Français. Alors Susanna, on attend avec intérêt ce que vous allez nous dire, parce que vous êtes d'un pays qui connaît bien le système des alliances, des coalitions, etc. Ce qui se passe en France à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est vrai qu'on avait déjà vu ça au Congrès de Rennes, mais à ce point-là, quand même, c'était pas aussi prononcé. Vous, comment vous voyez ça? Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, un petit peu, je crois aussi pour les autres correspondants étrangers, c'est qu'il y a eu petit à petit un certain désintérêt par rapport au Parti socialiste. Par exemple, au congrès de Reims, il y a eu beaucoup moins de journalistes étrangers qu'avant. Donc c'était devenu une affaire complètement franco-française. Oui. Pourquoi? Parce à l'étranger, les journalistes pensent que le PS a aucune chance pour l'avenir, ou... Alors, pour l'instant, ils sont dans l'esprit de se dire tel que c'est parti. Ils sont pas partis pour pouvoir prendre le pouvoir bientôt, enfin lors des prochaines élections. Et du coup, finalement, le choix du premier secrétaire n'était pas si important. C'est-à-dire que je pense que l'intérêt reviendra quand le PS donnera l'impression qu'effectivement il y a de nouveau une cohérence. Mais pour l'instant c'était trop incohérent. Et puis après il y a aussi la question des personnes, la bagarre autour des personnes qui n'intéresse finalement pas tant que ça. Un petit peu autour de Ségolène Royal. Oui, elle est quand même médiatique, Ségolène Royal, par exemple en Allemagne. Oui, alors Ségolène Royal est très médiatique et les Allemands, tout simplement, je crois, ne comprennent pas pourquoi le PS ne la choisit pas. Parce que c'est tout simple, ils se disent, il y a quelqu'un qui passe très bien dans les médias, qui apparemment a de bonnes chances. Mais le PS ne serait pas le PS, si c'était si simple. Et je pense qu'en fait, ce qui intéresse beaucoup plus à l'étranger, quand même, en tout cas en Allemagne, c'est la question quand même de l'orientation. C'est-à-dire, il y a quand même une question profonde là qui se pose. Est-ce que ça va être un PS plutôt ouvert vers le centre, ou est-ce que ça va être un PS plutôt vraiment positionné à gauche? Et ça, cette question-là, ça, effectivement, ça traverse très bien la frontière, parce qu'en Allemagne, il y a eu toute la question autour de Die Linke, donc des politiciens des sociodémocrates qui sont sortis du parti pour fonder un nouveau parti. Les alliances, c'est un sport olympique en Allemagne. Est-ce que ça, Jean-Paul, est-ce que ça vous amène pas la même réflexion finalement lorsqu'on entend Susanna qui dit que les journalistes étrangers, de manière générale, pas que les Allemands, se sont un petit peu désintéressés de ce qui se passe au PS parce qu'on ne comprend pas? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai aussi un petit peu en France et même chez les sympathisants socialistes? Ce que je voudrais dire d'abord, par rapport au score obtenu par Ségolène Royal, il faut quand même jamais oublier qu'il y a quand même une différence entre le score qu'elle a obtenu lors de sa désignation comme candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle avec 60% des voix et retombé à 29. C'est-à-dire que on n'est quand même pas dans la même configuration qu'à cette époque-là. Et je dois dire que alors oui, ce qui est certain, c'est que ce qui est frappant, ce qui est le terrible paradoxe du congrès de Reims, c'est que on a entendu des tas de délégués qui avaient un langage, qui réclamaient un ancrage à gauche
plus encore que ce qu'on avait vu au congrès du Mans, où là vraiment cette année, à cause de la crise, à cause des conséquences de la crise, il y avait vraiment il semblait une prise de conscience, cette demande politique là. Et par rapport à cela, donc, mais malgré cela, ce congrès échoue sur des questions de personnes. Et là, je veux dire que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi, je pense que la question des personnes, en fait, reflète un véritable débat de fond au Parti socialiste quant à la politique à suivre. Effectivement, comme vous le disiez, soit une politique effectivement de gauche, et soit effectivement une politique tournée vers le centre. Alors, Roland Ries, sénateur maire de Strasbourg, est en ligne avec nous. Bonsoir, Roland Ries. Oui, bonsoir. Alors, on vient vers vous aux informations un petit peu. D'abord sur la participation, plus de participation que pour les motions. Et ensuite, si vous avez des premiers résultats. Oui, j'ai un certain nombre de résultats qui sont des résultats provisoires, mais qui indiquent que Ségolène Royal et Martine Aubry sont très proches l'une de l'autre. Aubry est à 39 et Ségolène à 41. Benoît Hamon est à 19. Les résultats ne sont pas tout à fait définitifs, mais on ne devrait pas être très loin. D'accord. Et ça veut dire que si on rappelle quand même les résultats pour les motions, on avait Bertrand Delanoë à 46,1, Martine Aubry à 21, Benoît Hamon qui est à 17 et Ségolène Royal qui est à 12,73. Vous nous dites que Ségolène Royal serait à 41, ça veut dire qu'elle aurait gagné énormément. Elle a effectivement ramassé une partie des voix importante des voix de Delanoë, plus sans doute que ce qu'on pouvait penser compte tenu des accords nationaux qui ont été passés entre Delanoë et Aubry. Là, vous nous donnez des résultats après combien de bulletins, de pourcentage de bulletins dépouillés? C'est pratiquement il manque encore une section, donc c'est pratiquement les résultats, en fait très proches des résultats définitifs. Donc on rappelle quand même ce que vous nous donnez. On a en gros Martine Aubry autour de 40%, Ségolène Royal un petit peu plus haut à 41%, et Benoît Hamon qui va être un petit peu l'arbitre s'il y a un deuxième tour, qui est à 19, qui fait exactement son score national. Il améliore un peu son score quand même. Il améliore un peu son score par rapport au vote d'émotion, effectivement. Comment vous interprétez ces résultats? C'est finalement cette répartition du score de Delanoë, beaucoup sur Ségolène Royal visiblement et un peu sur Martine Aubry? Oui, mais je pense que les considérations locales ont beaucoup joué. Le seul député socialiste du Bas-Rhin a appelé à voter pour Ségolène Royal. Donc je pense qu'il était delanoïste. Hein. Il a voté pour Delanoë sur l'émotion. Il a appelé à voter pour Ségolène Royal. Et je pense que ceci explique au moins partiellement cela. Merci beaucoup, Roland Ries. Je vous en prie. Merci bien, Denis. On a là deux résultats très partiels, hein, dans le Nord et dans le Bas-Rhin. Sachant que dans le Bas-Rhin, c'est quasiment définitif, hein, visiblement. Alors, si ces chiffres, si ces tendances-là se confirment, on constate quand même une très forte déperdition de voix pour Martine Aubry, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle était à 25%. 21, dans le Bas-Rhin. Martine Aubry, globalement, je veux dire, si elle arrivait... Elle double son score quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, si globalement on se retrouve avec un rapport de force, Ségolène Royal entre 40 et 45 et Martine Aubry entre 38 et 40, on aura une Martine Aubry qui aura perdu quand même énormément des voix, 10 points des voix de Bertrand Delanoë, hein, puisque je vous rappelle qu'elle avait fait au niveau national 25, Delanoë 25, ça fait 50%. Denis, en même temps, qu'est-ce que ça change dans la mesure où elle, pour l'instant, elle est à 39, Ségolène Royal à 41 et Benoît Hamon qui sera en arbitre à 19. On sait très bien que les voix de Benoît Hamon ira très majoritairement sur... C'est une dynamique aussi. Une élection, c'est une dynamique. Et puis il y a une chose, je crois, qui est sous-jacente dans cette élection, et qu'on n'a pas trop signalé depuis le début de la soirée, c'est que quand même les militants socialistes, ils savent qu'ils vont désigner un premier secrétaire qui sera leur candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que ça va beaucoup compter dans le second tour, puisque visiblement on aura un second tour. Alors Thomas Raguet a des résultats définitifs à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est au téléphone. Thomas, les résultats? Oui, Pierre, j'ai les résultats. Dans la section de Jacques Delors, eh bien écoutez, c'est Ségolène Royal qui arrive en tête, mais de 4 voix seulement sur Martine Aubry. Donc un score très serré, 101 voix pour Royal, 97 pour Aubry, 49 pour Benoît Hamon. Ouais. D'accord, ça c'est juste dans la section du 5e donc. Juste dans le 5e arrondissement, donc bon, tout va jouer demain au second tour.
comment vont se comporter les électeurs de Benoît Hamon, on peut penser qu'ils vont plus se diriger vers Martine Aubry, mais encore une fois, on est à Paris, donc il faut savoir que tous ceux qui avaient voté pour Bertrand Delanoë ont suivi un petit peu son conseil. D'accord. Merci beaucoup Thomas. Susanna qui regarde ces résultats, qui semble affolée de la façon dont ça se passe avec des comptes un peu d'apothicaire. Oui, c'est vrai que quand ça paraît assez compliqué. En fait, ce qui paraît assez compliqué, c'est qu'il y a déjà eu un vote avant. Je pense que d'un point de vue étranger, le vote avant pour les motions... Oui, on a du mal à comprendre pourquoi on a voté deux fois. À comprendre pourquoi on vote avant. Après, il y a les délégués. Alors, quand on peut croire que ce sont les délégués qui vont voter. Effectivement, ils auraient voté pour la motion s'il y avait eu une synthèse. Et après, il y a les militants qui votent de nouveau. Alors ça, effectivement, on perd le public étranger. C'est vrai, mais Susanna souligne le problème que tout le monde se pose. Pourquoi on n'a pas fait le contraire? Commencer par choisir la tête et ensuite on fait le programme. Mais c'est le risque de la présidentialisation du parti qui effectivement épouse, je dirais, la même présidentialisation que de ce qui se passe à l'UMP. Je pense qu'il y a une évolution de ces partis sur le fait que finalement les sympathisants, une grande partie des adhérents, votent surtout en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qui pourra gagner aux élections présidentielles futures. Oui, alors que les délégués, effectivement, les délégués qui participent à une discussion politique ont effectivement, forcément, ils se nourrissent de la réflexion, ils ont d'autres exigences, d'autres attentes par rapport aux... Non, mais en plus, vous soulevez d'ailleurs l'incohérence de cela, c'est que si Martine Aubry gagne là, évidemment, elle va pas appliquer la motion de Ségolène Royal qui est arrivée pourtant en tête. Il va se passer une chose, c'est que le Congrès donne effectivement un Conseil national composé sur la base des motions. Et par ailleurs, l'élection directe du premier secrétaire fait que si c'est Ségolène Royal, elle se trouve effectivement minoritaire par rapport au Conseil national. Il y a un problème qui s'était posé à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a eu une orientation qui avait été choisie en juin, une primaire qui avait eu lieu au début de l'automne, et par la suite un candidat qui s'était lui-même prononcé en faveur d'un programme issu de ce mix entre l'orientation du parti et ce que lui-même représentait en tant que candidate, et là plus précisément en tant que candidate. Il y avait même eu d'ailleurs par la suite Ségolène Royal qui avait dit « j'ai même dû porter et défendre un certain nombre d'arguments auxquels je ne croyais pas, notamment en fait le SMIC à 1 500 €. Et là on est exactement dans la même configuration. Il y a d'une manière générale un vrai problème pour le Parti Socialiste qu'on peut comparer à l'UMP. On peut critiquer effectivement le fait que le Parti Socialiste soit passé vers une présidentialisation, mais quoi qu'il en soit, ils n'ont même pas fait le chemin complètement jusqu'au bout. Et on est toujours un petit peu dans cet entre-deux qui fait que quels que soient les congrès, quelles que soient les orientations qui sont prises par le Parti Socialiste semble avoir systématiquement tort. On peut prendre le Mans. À l'issue du Mans, tout le monde a dit, il y a eu les commentaires qui disaient, ils ont fait une synthèse qui était une synthèse artificielle et qui masquait un certain nombre d'orientations et de divergences. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de synthèse et on a quasiment le constat inverse en disant, c'est quoi ce parti politique qui n'arrive pas à se mettre d'accord alors qu'ils sont tous dans la même orientation. Donc quand ils sont d'accord, ça pose un problème. Quand il y a des accords qui sont établis au grand jour, il y a également un autre problème. Et donc on a une vraie difficulté de rapport avec l'opinion, de savoir à quoi sert un congrès et à quoi au final cela va se parvenir au final. Jean-Daniel, vous avez raison, et ça perdurera si c'est Martine Aubry qui est élue. Pourquoi? Parce que Martine Aubry, elle est à la tête d'une alliance, y compris dans sa propre motion, entre les Fabusiens et les Strauss-Kahniens. Elle est née de cette alliance de gens qui veulent d'ailleurs préserver les intérêts de leur propre leader. Et si elle est élue à l'issue du second tour demain, on verra dans cette alliance en plus l'équipe Delanoë. En revanche, je crois que si c'est Ségolène Royal, les choses changeront beaucoup, parce que le camp de Ségolène Royal, c'est certes des ralliements de personnalités, mais c'est d'abord un bloc royal. C'est pas du tout le patchwork de chez Aubry. Mais est-ce qu'on peut se réjouir qu'un parti se résume ainsi en une écurie présidentielle? Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on est dans un système présidentiel et qu'on voit que ce Parti socialiste, dans la douleur, est en train de, au fond, s'adapter à ce système présidentiel. Et s'il va au bout de sa logique dans cette consultation, eh bien normalement, il élira Ségolène Royal. Ça ne veut pas dire que je fais ce pronostic-là ce soir. Hein. Allez-y, continuez à parler, parce que moi, on me donne des résultats pendant ce temps. Ce que je veux dire aussi, c'est que, évidemment, en l'occurrence, tout ce qui est nouveau n'est pas moderne, de ce point de vue-là. Je voudrais dire que, parce que,
il y a dans ce Parti socialiste effectivement une aspiration au renouvellement, à du renouveau. Et je pense que ça, il y en a chez les électeurs de Royal, il y en a chez Hamon, etc. Ce qui est certain, c'est que donc et ça frappe ce qu'ils appellent le vieux parti, c'est sûr. Mais d'un autre côté, le risque qui existe, c'est que ce parti devienne effectivement donc un super club autour d'une personnalité. Et ça, effectivement, c'est quand même contraire aux traditions de la gauche. Et donc, on peut comprendre que dans le Parti socialiste, il y ait tant de réticence. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, que tous ceux qui, effectivement, vont voter pour Ségolène Royal sont, effectivement, des gens qui veulent en finir avec le parti. Je vous donne des résultats, toujours au conditionnel, mais sur 14 fédérations, ils sont assez imprécis, mais il apparaît que Ségolène Royal arriverait en tête, ce qui est quand même déjà une étape, mais ne serait pas majoritaire, ce qui est aussi une autre information. Ce débat sur, on va revenir avec Jean-Daniel là-dessus, sur l'aspect des conflits de génération, débat de génération, lutte entre deux générations différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, par exemple, à l'intérieur de la social-démocratie en Allemagne ? Je pense que les sociodémocrates allemands, ils sont pas non plus dans une situation très facile, parce que l'alliance justement qu'ils ont fait avec la CDU a été difficile dans la mesure où effectivement il y a eu ce même débat, il y a eu le débat de savoir qu'est-ce qui est moderne finalement, et le même débat, donc savoir est-ce que notre époque quelque part appelle au fait d'être plus à gauche, ou est-ce qu'il vaut mieux se positionner au centre? Mais je pense que les sociodémocrates allemands finalement partent du fait que pour gagner des élections, ça n'a pas de sens de s'allier avec l'extrême gauche. Donc il y a toujours une orientation pour le centre, et d'ailleurs aussi depuis le congrès de Bad Godesberg déjà, donc il y a plus de 30 ans. 50 ans. Ah oui, 58, voilà. 58, voilà. Donc il y a une orientation très claire pour l'économie de marché. Donc, et en France, ce n'est toujours pas tranché. C'est-à-dire que, et ce débat-là, par exemple, qui est en fait quelque part sous-jacent, c'est-à-dire dans les discussions entre Martine Aubry et Ségolène Royal, dans les débats, ben voilà, c'est-à-dire que les Allemands regardent ça, ils se disent mais c'est pas possible, ils ont toujours pas tranché, ils savent toujours pas quel système ils veulent au fond. Alors qu'ils en sont plus loin, comme les Espagnols, comme les Anglais. Le simple mot libéral, en fait, est un mot sur lequel il peut y avoir 6 mois de débat et une interrogation autour de savoir qu'est-ce que cela veut dire libéral. Et d'ailleurs, même Bertrand Delanoë... son bouquin sur qui s'appelle libéral, ça lui a quand même pas porté chance. Hein. Oui, même comment vous expliquez d'ailleurs un peu l'explosion un petit peu en vol de Bertrand Delanoë dans cette lutte? C'était une orientation qui était une orientation un petit peu classique et qui voulait justement, dans ce débat entre guillemets entre ancien et moderne, aborder une certaine forme de modernité en indiquant que lui était libéral et n'avait pas peur en fait de mettre les pieds dans le plat et d'être en cohérence entre la manière dont pouvait agir le Parti socialiste lorsqu'il était au pouvoir, la manière dont il fonctionnait et les termes en fait qui étaient des termes de référence. Mais pour autant, dans un contexte actuel autour de la crise notamment, et on a vu que même le président de la République en fait revenait très nettement sur ce terme-là, il y avait des aspect que ne renie pas une partie de la gauche, voire de la gauche très à gauche en fait au sein de la population française, c'était plus exactement en phase avec ce que pouvaient attendre les Français, à savoir un retour de l'État, un retour de l'intervention, une capacité à pouvoir apporter une certaine forme de sécurité, donc une difficulté de pouvoir incarner cette forme de modernité qui pouvait être attendue de la part des sympathisants socialistes. C'est peut-être pas tant un débat générationnel, mais en général en France, la querelle en fait entre les anciens, les modernes ne fonctionne pas véritablement, c'est plutôt une question en termes de pratique politique, en termes de relations avec les militants, en termes de capacité à pouvoir faire remonter un certain nombre d'aspirations et de pouvoir aborder les problèmes. Ségolène Royal part du terrain et donne après un sens politique, alors que Bertrand Delanoë est plus dans un schéma classique des années 70, un peu jospiniste d'ailleurs, sans vouloir l'offenser, c'est-à-dire on pose l'état de la société, on définit une certaine forme de paradigme et de fonctionnement, et après on va dire quelles vont être les conséquences concrètes pour les Français, ce que d'une manière générale, ils ont un petit peu plus de mal à pouvoir s'approprier. Oui, je veux dire que, en fait, je pense que le Parti socialiste a été pris à contre-pied par rapport à son évolution jusqu'à présent et par rapport à la crise qui a éclaté. C'est-à-dire qu'au même moment où le Parti socialiste modifie sa déclaration de principe dans un sens
on va dire, social-libéral, dans un sens d'acceptation du libéralisme et de renoncement à changer réellement la société, au même moment apparaît cette crise où même Sarkozy se pose en défenseur de l'État, des pouvoirs publics, etc. Ce qui fait effectivement que le Parti socialiste se trouve pris en contradiction de certain point de vue, Ségolène Royal a représenté un peu cette évolution un peu dans l'opinion social-libérale. Et actuellement, donc, on sent bien que face à la crise, il faut des mesures plus radicales. L'opinion publique le pense. On parle de nationalisation, on reparle de choses qui, jusqu'à présent, étaient présentées comme complètement ringardes, y compris au Parti socialiste. Et donc, je pense que tout ça explique largement la crise qu'il y a actuellement. Et moi, je pense que, alors, la question des alliances, et ça a toujours question des alliances, qui n'est pas un détail, c'est que la question d'alliance avec le MoDem touche effectivement à savoir quelle politique on veut faire. Des résultats dans le Val-de-Marne, Val-de-Marne, c'est terminé avec Martine Aubry à 47%, Ségolène Royal à 37% et Benoît Hamon à 16%. Bon, ce sont des résultats vraiment très partiels parce que ils nous arrivent d'un petit peu de partout. Il semble quand même, on a l'air de s'orienter vers un deuxième tour de toute façon. Ça c'est évident, on aura un deuxième tour, mais c'était prévisible aussi entre Martine Aubry et Ségolène Royal. On disait que si Ségolène Royal passait, elle avait plus de chances de le faire dès le premier tour. Hein. Oui, mais c'était un calcul quand même quasiment impossible, parce que je vois pas très bien. Il y a une arithmétique électorale qu'on peut pas complètement non plus violer, même s'il y a une dynamique du vote qui peut lui permettre éventuellement, si elle est à 40-45, de passer le cap des 50 au second tour, avec cette perspective en effet d'apparaître comme la meilleure candidate possible pour 2012. Mais il était évident que le résultat du vote sur l'émotion faisait qu'il était vraiment impossible pour elle de franchir le cap des 50%, même avec une mobilisation des fameux sympathisants à 20 €. Jean-Daniel, on a évoqué, et on l'a vu, évidemment, la guerre des chefs, ce qu'on a appelé le congrès de Reims. Est-ce que vous avez l'impression que justement la base, elle est moins divisée, elle est plus réaliste finalement que ce qui se passe à ce sommet? C'est le vrai problème en fait du Parti socialiste, cette guerre des chefs. Et c'est une guerre des chefs en plus qui est pas complètement assumée. À droite, quand il y a une bataille des chefs, elle est dite, elle est assumée, elle est représentée, et on ne va pas forcément se targuer d'idéologie ou de comportements ou d'attitudes qui vont être différentes. Là, en fait, ce que reprochent d'une manière générale les sympathisants, les militants socialistes, c'est dire être socialiste, c'est quand même vivre ensemble. C'est quand même être rassemblé, faire en sorte que le collectif l'emporte sur l'individuel et faire en sorte que on développe une certaine forme de capacité de société qui est capable de pouvoir assurer une certaine forme de solidarité. L'égalité, c'est un terme qui est important à gauche et qui est mobilisé par le Parti socialiste. Et on a le sentiment, quand on est militant ou sympathisant du Parti socialiste, que ce sont avant tout des positionnements tactiques et non pas des positionnements de fond qui l'emportent. C'est-à-dire que je construis un calcul pour pouvoir faire en sorte que mon parcours personnel, au final, s'en sorte le mieux face à un positionnement qui ne correspondrait pas exactement à ce que je suis. Ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire on a une Martine Aubry qui est présente, mais en même temps, on se demande si Martine Aubry n'est pas soutenue par un certain nombre de Fabiusiens ou de Strauss-Kahniens qui attendent la première occasion pour pouvoir par la suite pousser leur poulain. On est face à des personnes qui vont mettre en avant la dimension du MoDem comme étant un aspect fortement clivant. Les yeux, ses amis, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Ou mettre en avant la question du MoDem comme étant un aspect profondément rebutant au niveau national, alors qu'au local, il va y avoir des pratiques qui vont être différentes. Donc on a une déstabilisation assez grande de l'électorat en se demandant quel est le fond de sincérité derrière chacune des prises de position des personnalités du Parti socialiste et qui vont mettre en avant un petit peu plus l'idéal, alors que on aimerait savoir ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Peut-être que le score de Ségolène Royal et dans une certaine mesure le score de Benoît Hamon ont pour partie reflété deux attitudes qui étaient des attitudes qui visaient à dire nous sommes entièrement libres et nous avançons avec des orientations qui peut-être vont vous choquer, mais correspondent véritablement à ce que l'on pense. Ségolène Royal en ouvrant la porte vers le MoDem, Benoît Hamon en ayant un ancrage qui était clairement et définitivement à gauche. Je vous donne une autre tendance qui nous est donnée par le Parti socialiste, par certains analyses du Parti socialiste, qui donnerait, on va mettre quand même des conditionnels, sur une tendance nationale cette fois, Ségolène Royal à 40%, Martine Aubry à 37% et Benoît Hamon à 23%, ce qui nous amènerait évidemment tout droit vers un deuxième tour.
Denis, si ces scores restent à peu près comme ça, est-ce que c'est une bonne opération pour Martine Aubry, pour Ségolène Royal? 40% Ségolène Royal, il lui reste 10% à trouver. Est-ce qu'elle a un réservoir? Il est faible, hein. L'arithmétique restera vraiment favorable à Martine Aubry. 10 points à remonter, c'est difficile, mais c'est pas non plus impossible, hein. Elle a montré qu'elle pouvait faire un bond de 11 points, alors que on pouvait penser qu'elle avait très peu de réserve, puisque Bertrand Delanoë avait dit qu'il votait. Alors certes, il n'avait pas appelé tout le monde à voter, mais que personnellement il voterait pour Martine Aubry. Donc on pouvait penser qu'une très grande masse de ces 25% de Delanoë se porterait sur Martine Aubry. De fait, elle en a capté 50%. Elle en a capté 50%. Est-ce qu'elle peut encore, demain, dans la journée de demain, arriver à gagner 10 points? C'est pas une partie facile. Mais, 10 points en 10 heures. mais je peux vous dire que si elle n'y arrive pas, en tout cas, elle sera clairement installée dans la direction du parti et le spectacle va continuer. Très bien. Susanna, c'est à peu près ce que vous pensiez qu'il allait se passer? Alors, ce qu'on peut dire de l'extérieur, c'est que si jamais c'est ça qui se passe, on se demande vraiment comment une cohabitation peut être possible. Parce que d'un côté comme de l'autre, il n'y a eu aucune parole qui laissait à penser qu'il allait y avoir un vrai soutien dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas du tout aux primaires américaines. Hein. D'un côté, selon le résultat, d'un côté, on va avoir une cohabitation difficile, et de l'autre côté, carrément la guerre. Donc, voilà. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? On se demande même s'il n'y a pas une du parti finalement. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce parti puisse s'éclater. Ça reste un parti de notables et il y a trop d'intérêts communs pour que le Parti socialiste se désintègre. Merci beaucoup à tous. On a rendu exactement à 23h30. Je vous rappelle, on peut peut-être remontrer la dernière estimation qui a été faite sur le plan national, à affiner bien sûr avec Ségolène Royal à 40%, Martine Aubry 37% et Benoît Hamon à 23%, ce qui nous amène bien sûr à un deuxième tour que vous suivrez demain dans les mêmes conditions ici sur ce plateau. On remercie Laurent Dutil qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne qui nous a donné toutes les infos de la régie et puis Faiza Zerwala, Simon Barbary, Xavier Lalu qui ont préparé tous ces dossiers. Merci à tous les quatre. Au revoir.